Ok. Donc vous avez vu un panorama très rapide de la dentisterie céramique adhésive. Est-ce que c'est nouveau? Non, c'est pas nouveau. La dentisterie biomimétique a plus de 20 ans. Or, tout le monde présente ça comme une nouveauté. Ok, bon. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis extrêmement longtemps. Les produits, les protocoles de pré-traitement des surfaces ont un peu évolué, il faut les connaître. C'est peut-être la partie la plus sensible, c'est comment pré-traiter la céramique. Beaucoup de praticiens ne savent pas bien s'y retrouver dans toutes les propositions commerciales et il faut avoir des idées claires là-dessus. Je vais vous présenter maintenant le dernier cas que j'ai réalisé à Bordeaux avant de venir. C'est une jeune fille qui est malheureusement tombée en trottinette. Vous savez, il y a les trottinettes, il y en a au Vietnam, je crois, des trottinettes électriques qui vont très vite. Elle a fait une mauvaise chute. Elle a fracturé ses incisives avec exposition pulpaire sur les trois incisives. Il y a quelques années, on aurait dépulpé les dents. Mais les produits de coiffage pulpaire direct, les produits qui sont dits bioactifs, permettent actuellement, si la patiente est vue assez tôt après la fracture, de conserver la vitalité pulpaire. Et c'est très important pour l'esthétique, qu'il n'y ait pas de fragilisation, qu'il n'y ait pas de changement de couleur radiculaire avec les dizaines d'années après le traumatisme. Si vous dépulpez la dent, il y aura forcément un changement de coloration. Et donc, dans ce cas-là, où une dent était luxée, vous avez vu également, l'urgence, c'est de faire un coiffage pulpaire avec un matériau bioactif, en l'occurrence la biodentine de Septodon, qui marche très bien, recouvert d'un composite également réalisé en urgence, une contention des deux dents. Vous voyez que les composites ici sont solidarisés sur les centrales, et une contention externe parce qu'il y a eu luxation aussi des incisives. On va laisser la nature réparer le traumatisme, et vous voyez les radiographies. À droite, 1 an après, les dents sont toujours vitales, il n'y a pas de résorption externe, il n'y a pas de fracture, la pulpe a sécrété de la dentine réactionnelle, on la voit sur l'incisive centrale en particulier, et donc on va pouvoir passer à l'étape esthétique, cosmétique de réalisation des facettes. C'est une patiente qui a une teinte, je dirais, claire, mais naturellement claire. Dans 2 cas sur 3, je réalise des éclaircissements, parce que les patients veulent des dents de plus en plus claires, c'est la mode, mais ici elle veut garder la couleur naturelle, donc il n'y a pas eu d'éclaircissement. C'est très possible de garder la couleur naturelle, les canines sont saturées, les latérales un peu moins, les centrales se projettent en avant avec la blancheur des facettes que vous allez réaliser, c'est très joli, ça donne du relief à l'arcade, de ne pas tout blanchir. La particularité, c'est que vous avez sur ces dents, vous voyez l'incisive latérale ici, au bout de 5-10 minutes, l'émail de cette patiente devient franchement blanc, et donc il faut faire très attention dans l'adaptation de la teinte de la céramique, de ne pas laisser les dents se déshydrater pour bien apprécier leur couleur. Alors également, dans de très nombreux cas de facettes, presque la moitié des cas, je suis obligé de faire des égalisations des niveaux gingivaux, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est-à-dire que quand la ligne décollée est un petit peu décalée sur une centrale ou une latérale, je vais faire des petites chirurgies gingivales qui sont très faciles à faire. Parfois, je vais rajouter du conjonctif s'il y a un déficit tissulaire. Et très souvent, vous avez besoin aussi de faire des corrections osseuses. Donc l'an dernier, vous avez vu, j'ai présenté le cours sur l'utilisation des inserts Sonic Line, les Sonic Line qui sont commercialisés par Comet, pour faire ces chirurgies, et comment on peut faire les facettes à la suite, c'est-à-dire je n'attends pas la cicatrisation. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça permet de... On a déjà attendu 1 année là, pour avoir une certitude de cicatrisation pulpaire. Si on commence à attendre 3 mois de plus, ça va rallonger le traitement. Donc, il faut savoir qu'on peut faire la gingivectomie, le sondage parodontal et la correction osseuse au Sonic Line que vous voyez là, dans la même séance que l'empreinte, parce que ce sont des techniques non ouvertes. Ce sont des techniques en enveloppe
et qui vont cicatriser très vite. Voilà ces inserts qui sont droit et gauche, écoudés sur le champ, écoudés sur le plan. Donc il y a 6 instruments d'élongation. Et le principe, c'est de venir corriger la crête osseuse sans faire de lambeaux. Sans faire de lambeaux, c'est très intéressant. Vous voyez ici que c'est le jour même de la chirurgie, on ne dirait pas, hein, parce qu'il n'y a pas de saignement, le jour même de la chirurgie que je fais l'empreinte. Vous voyez d'ailleurs sur l'image, vous voyez très bien sur l'image de l'empreinte, que l'empreinte va jusqu'à l'os. C'est-à-dire que cette petite collerette que vous voyez ici, là, s'enfonce jusqu'au niveau osseux, qui est le niveau de correction pour la réattache, pour l'élongation coronaire. Ça n'est pas un problème, parce qu'il n'y a rien de mieux que la céramique pour la cicatrisation. C'est-à-dire, en quelque sorte, vous repoussez la cicatrisation après le collage de la facette. Or, c'est mieux que de laisser un provisoire de résine qui est poreux, et si vous mettez une céramique glacée, une céramique est le meilleur matériau pour cicatriser, vous le savez. Alors, c'est très triste de voir les photos avant l'accident. La patiente, évidemment, pleurait énormément, elle avait cassé ses dents, elle avait un très beau sourire. Demandez des photos avant l'accident pour bien voir le choix, l'engagement dans la typologie. Cette patiente a des dents très caractérisées, triangulaires, très plates et en position de livre ouvert, c'est-à-dire les 2 centrales qui sont en rotation interne, ce qui donne beaucoup de force, beaucoup de caractère à son sourire. Et je passe le temps qu'il faut sur les prothèses provisoires. Ici, vous avez ma technique de provisoire, qui est un provisoire qui est stratifié avec du composite, c'est pour ça qu'il est aussi joli. Mais surtout, c'est un provisoire qui va permettre, vous voyez la 11 qui a eu la chirurgie, qui va permettre sur du composite nano-hybride bien poli, une bonne cicatrisation, le temps de réaliser la facette. Le prothésiste, évidemment, va regarder de très près mon provisoire. Je ne donne aucune marge de manœuvre sur l'interprétation des formes. C'est-à-dire, la typologie que je mets, parfois même la texture, la position des lignes de transition de mon provisoire doivent être respectées par le prothésiste. Le prothésiste me dit, Jean-François, vous ne me donnez aucune marge de manœuvre et d'interprétation. Je ne peux pas avoir d'inspiration avec vous. Je lui dis oui, mais il ne faut pas que vous ayez l'inspiration de me faire des dents de ragondin ou des dents de chien sur un patient. Il n'y a pas d'inspiration. Il y a vous, clinicien, qui avez le patient, qui faites l'analyse psychologique, l'analyse morphopsychologique, qui testez avec les tissus mous. Et tous les détails que vous avez mis en place doivent être reproduits dans la prothèse définitive. Alors c'est vrai que c'est très contraignant pour le laboratoire. Vous voyez le premier essai du laboratoire, Sébastien Martini, meilleur ouvrier de France en l'occurrence, il me fait des dents trop bombées. Or, la dent triangulaire que je veux, elle a même des concavités en face vestibulaire. Son premier essai ne me plaisait pas du tout. Il a bien respecté la longueur, mais il a trop sorti l'angle distal de la 11, vous le voyez. Il y a un côté bombé qui ne va pas à la patiente. Est-ce que vous pouvez finir en one-shoot les facettes, une empreinte collée? C'est impossible pour moi. Pour moi, c'est impossible. Si vous le faites, c'est que les formes sont très standardisées et tout ovoïdes, et c'est un peu la dentisterie actuelle. Hein. C'est-à-dire que vous avez un sourire dépersonnalisé, standardisé. Ça, c'est un vrai problème. Voilà le deuxième travail du prothésiste, qui est un joli travail avec des textures, des morphologies plus concaves dans des dents de typologie triangulaire très marquée, comme je l'ai déjà dit, et ce travail va être collé. Le premier temps, c'est de régler les points de contact, parce que les facettes ne vont pas rentrer parfaitement, et on les colle, vous le savez, une par une. On ne colle pas les facettes par 4 ou par 10, on colle une par une, et à chaque fois on revérifie les points de contact proximaux, et on utilise la pâte d'essai hydrosoluble pour vérifier le problème de la couleur. Et ici, on est très gêné parce que vous voyez déjà que l'incisive latérale, la 12, a blanchi en cervicale. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, on a ce blanchiment de surface crayeux chez certains patients, chez les jeunes souvent.
qui peut perturber l'évaluation de la couleur. Mise en place du champ opératoire, il faut, chaque fois qu'on le peut et qu'on peut bien le faire, il n'y a que les cas en limite très sous-gingivale où on va faire des digues fenestrées, mais chaque fois que les limites sont juxta-gingivales ou peu enfouies, mettez le champ opératoire avec digue de caoutchouc, ça va vous protéger le collage du saignement, des exsudats, de la respiration du patient que vous ne pouvez pas voir et qui va polluer la surface de collage. Donc c'est un standard pour bien faire le collage. Et puis 100 fois sur l'occlusion. C'est-à-dire que quand les patients sortent d'une séance avec moi, je passe tellement de temps sur les réglages occlusaux que 2 heures après, ce sont leurs dents. Ils n'ont aucune gêne. Parce qu'il y a un protocole de réglage qui est l'occlusion statique, l'occlusion dynamique, mais aussi la mastication, mais aussi le bout à bout incisif, l'incision, où je passe énormément de temps, autant de temps que le collage, à régler l'occlusion. Et en particulier, je vous conseille le papier Shimstock, le B439 de chez Bosch. Je ne sais pas si c'est un test que vous faites, mais quand vous êtes en OIM, si un papier de 10 microns ne coulisse pas entre les incisives, c'est que vous êtes en surcontact. La nature, la fonction, la physiologie fait que dans l'OIM, qui est l'intrusion serrée, quand vous claquez des dents, vous avez des contacts forts qui vont déchirer le Shimstock au fond, mais les molaires protègent les incisives par un léger sous-contact de 10 microns. Si vous mettez le papier Bosch 40 microns, le papier à 40 microns se déchire. Donc tous ces réglages très fins, c'est extrêmement important de les faire. C'est eux qui vont garantir d'abord le confort pour le patient, mais aussi le non-déplacement des dents, parce que vous avez des fois laissé des interférences ou des surcontacts, et aussi l'absence d'accident sur éventuellement un cutback, une stratification, où vous auriez mal réglé la latéralité ou la propulsion. Donc toute interférence, tout surcontact peut aussi abîmer la céramique. Vous voyez cette étape de bout à bout, bord à bord des dents, edge on edge. C'est très important, parce que les dents servent d'outil. Mine, quand tu manges des chips, tu prends la poche, tu la déchires avec tes facettes. Et il y a plein de choses comme ça quand on bricole, quand on tient du fil avec les dents, on tient des instruments avec les dents, on tient les crayons. Les dents ont une fonction naturelle d'outil. Les incisives, c'est des dents de préhension. C'est le prolongement des mains aussi. Et donc c'est très important de ne pas oublier l'aspect tactile, l'aspect sensoriel du bord incisif. La texture est belle, la texture est naturelle. Et au dernier moment, on va changer un petit peu cette centrale au contrôle. 8 jours après le collage, je revois la patiente et je coupe un petit peu l'angle distal de la 11 pour la faire passer mieux avec la 12 et suivre le bord de la lèvre inférieure. Du coup, vous voyez qu'une centrale a un bord incisif en V alors que l'autre centrale a un bord droit, mais ce n'est pas un problème. Je déteste la symétrie parfaite. Et j'ai mon ami Luca Dall'Oca, qui est un très grand, qui a participé à mon livre d'ailleurs, il a fait le chapitre « How to become artist in dentistry », comment devenir artiste en dentisterie. Il a un mot que j'aime beaucoup, il dit « les incisives centrales, il faut les faire similaires mais différentes ». Similaires parce que grosso modo c'est la symétrie qui est belle, mais différentes parce que les micro-variations, le champ, ce que l'on appelle le champ de fluctuation, la fluctuation asymétrique, c'est ça qui donne la vie dans le sourire. C'est pas d'avoir des dents calibrées tout ovoïdes comme on voit trop souvent dans les projets virtuels esthétiques. On est sur un standard d'uniformisation qui est insupportable actuellement. Quand vous voyez des sourires refaits avec des facettes, c'est toujours des formes ovoïdes, c'est toujours la symétrie parfaite, c'est la symétrie qui est programmée dans les machines de 4K d'ailleurs, quand on fait programmation dans l'antérieur, image en miroir. Toujours image en miroir. C'est une absurdité. Je ne peux pas développer ça, mais j'ai un cours là-dessus, sur pourquoi la symétrie, c'est important de l'introduire dans les sourires. Mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Voilà la patiente qui est heureuse. Elle est magnifique, elle a des yeux bleus,
les dents, elle a un sourire gingival, mais c'est joli quand la gencive est saine, il n'y a pas de problème. Mais on a rempli notre mission de garder la vitalité, de mettre ses incisives dans l'occlusion, elle est en supraclusion, vous l'avez vu, d'arriver à régler avec un guide antérieur pas trop verrouillé cette propulsion de manière correcte. Et la grande question maintenant, c'est quoi? What is the question now? Vin? What will be the longevity of my veneers? Le patient vous pose cette question, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est une question très embarrassante. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend déjà si vous avez bien respecté les protocoles de collage et si vous avez bien fait les pré-traitements pour la dent, pour la céramique. Bon, ça dépend de votre prothésiste. Il n'y a pas des micro-craquelures déjà dans les facettes parce qu'il a malmené le matériau et quelques temps après, bing, une fêlure dans la facette alors que vous avez tout bien fait. Ça peut arriver. Il y a eu un matériau qui a été malmené au laboratoire ou surcuit ou trop gratté, et les micro-cracks vont se propager dans la céramique. Ça dépend de ce que fait le patient avec ses dents. S'il soulève les chaises tous les jours avec ses dents, il fait du cirque. S'il prend des clous et il les tient avec ses dents, ça ne va pas aller. Je dis, ça ne va pas être plus solide que les dents naturelles quand même. Hein. Donc faites attention de respecter les facettes. J'ai une amie orthodontiste qui a voulu absolument des facettes feldspathiques sur toutes ses dents antérieures. Elle avait une dyschromie au tétracycline. Je lui dis, tu sais, c'est fragile. Hein. La feldspathique, c'est la céramique qui fêle le plus. Et elle fait tellement attention que depuis 20 ans, il n'y a pas eu un micro-éclat sur ses facettes. Donc ça dépend aussi de ce que fait le patient avec ses dents. Mais bon, les dents prothétiques, il faut les oublier. L'objectif, c'est de les oublier, c'est qu'elles remplissent la fonction. Donc à cette question, pendant longtemps, j'ai dit, je suis capable de la dentisterie que vous avez vue en introduction, ce que je disais à mes patients, je suis capable de vous réémailler les dents à l'identique de ce que la nature a fait, c'est-à-dire de pouvoir coller la céramique aussi fort que l'émail est collé à la dentine. Je peux le faire. Je suis un dieu. Je peux faire ce qu'a fait la nature. Alors les patients sont là, ah, vous êtes capable de réparer l'émail comme la nature a fait mon émail. Oui, oui, avec la même force de collage. Et ça, c'est vrai. Mais c'est vrai immédiatement. C'est vrai à un instant donné, celui où vous faites le test d'arrachement juste après avoir collé les facettes. Mais qu'en est-il 1 an après, 10 ans après, 20 ans après? Est-ce que vous avez l'orgueil de penser que vous êtes capable de dépasser la nature? Jamais, bien sûr. Aucune dent prothétique, même les plus belles céramiques que vous voyez là, ne valent les dents naturelles. Et c'est un drame quand une jeune fille comme ça se casse les incisives. Vous savez que vous allez faire un plagiat de la nature, mais que ça ne va pas être aussi solide dans le temps que la nature. Donc, à cette question, on dit en général, si vous avez pas d'accident, de problème, de graves problèmes, ça va durer 15 ans. Par rapport à l'investissement financier qui est très élevé, ça coûte cher la céramique. Le patient est rassuré, il dit, ah oui, 15 ans. Mais 15 ans, ça passe vite. 15 ans, ça passe très vite. Et il y a des facettes qui vont durer 20 ans, 30 ans. Mais il y a des facettes, à partir de 6 ans, il va commencer à y avoir des problèmes et on va voir pourquoi. Donc, en général, j'arrête de dire je suis capable de faire aussi bien que la nature. Je dis rien de vaut les dents naturelles. Et avec les protocoles qu'on a, entre 10 et 15 ans sans problème, c'est déjà bien. Le patient n'est pas très content de cette réponse. Et on va suivre des cas sur du très long terme. « 2016, une jeune femme que j'ai soignée sur un projet global, c'est le titre de la conférence, c'est Full Arch Restoration, ok. Bonding Full Arch Restoration, ok. Ça c'est un cas où c'est les cas qu'on va voir, la plupart c'est augmentation de dimension verticale et reconstruction totale parce qu'il y a érosion, c'est des cas d'érosion ou c'est des cas de bruxisme sévère.
Et ici, cette patiente avait un régime végétarien, elle faisait beaucoup de sport, elle buvait des boissons acides, elle aimait le citron, et en plus elle serre les dents. Elle a une dysfonction musculaire, elle a tendance à clencher, à serrer les dents très fort. Vous voyez son état de denture avec beaucoup d'érosion palatine, des îlots dentinaires sur les molaires. Vous avez même la dent 47, vous voyez, avec une très belle fissure distale. Elle est prête à se fracturer dans le sens vertical, ça veut dire qu'elle serre, hein, c'est toujours les 7 mandibulaires qui se creusent les plus vite dans la parafonction et dans la fonction aussi. Et donc de ce côté-là, elle a un problème urgent, elle a des douleurs, il y a une amorce de fracture verticale de la dent. Évidemment, faites des modèles, évidemment, faites une analyse occlusale. Le minimum, c'est de monter les modèles sur articulateur, c'est d'analyser la supraocclusion. Vous voyez qu'elle est en position d'overbite trop serrée, qu'elle a créé des belles facettes d'usure sur les zones singulaires, alors que l'occlusion doit être beaucoup plus au-dessus. Elle a un overjet qui est faible. Et dans les approches globales, on prend cette décision d'augmenter la dimension verticale très souvent. Alors bon, j'ai écrit beaucoup là-dessus, et il y a un article dans Réalité clinique, une revue française aussi, qui sort sur ma méthode, qui s'appelle la méthode C5, 5 états cliniques, clinique, laboratoire, 5 états cliniques, et c'est aussi le chapitre 18 de mon livre qui s'appelle Fusion. Et là, il y a un ordre établi, très précis. Pourquoi reconstruire les secteurs postérieurs d'abord? Pourquoi faire les incisives et canines du bas ensuite? Pourquoi finir toujours par les incisives et canines du haut, alors que le patient souhaiterait qu'on commence par les dents de devant? Mais bon, comme l'occlusion a été un de mes sujets préférés pendant une quinzaine d'années, j'ai mis au point cette méthode pour les étudiants à qui j'ai enseigné, et également pour les jeunes praticiens qui sont souvent perdus dans par où commencer quand on reconstruit une occlusion totale. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc, chez elle, on a décidé une augmentation faible. Faible, ça veut dire 1,5 mm au niveau molaire, ce qui ne permet de rehausser les dents du fond que sur une arcade, et ce qui entraîne par la règle des tiers 3 mm au niveau interincisif, ce qui va permettre de décroiser un peu la supraocclusion, et au niveau de la tige incisive de l'articulateur, par une règle géométrique des tiers, 4 mm 5. Donc ça, c'est une petite augmentation. Des fois, on va jusqu'à 8-9 mm sur la tige incisive. L'analyse occlusale montre bien la surfonction antérieure, le serrage, le bruxisme centré qu'elle a. Hein. Elle serre les dents très fort, elle a abîmé beaucoup par des facettes d'usure ses dents. Et l'idée que j'ai, parce que je suis dans un raisonnement minimal invasif, c'est d'augmenter la dimension verticale pour glisser la céramique sur ces facettes palatines sans les préparer. Parce qu'il me reste de l'émail, et ça va me permettre un bon collage. Je sais que le collage à l'émail est bien meilleur que le collage à la dentine. Et donc, vous voyez, il y aura uniquement les zones vestibulaires de préparer, en gardant aussi le plus possible d'émail. Évidemment, avec Didier Crescenzo qui a fait le cas, il a mis au point une technique de Virtual Aesthetic Project, et il me fait une simulation informatique en me montrant ce qu'il pense être bien. Ok, je lui dis oui. Mais je me méfie beaucoup de ces simulations. Hein. Sachez-le, c'est absolument pas rigoureux au niveau scientifique. C'est juste pour montrer aux patients, oui, vous allez être comme ça. Est-ce que ça veut discuter avec le patient? C'est plus psychologique. Ce n'est pas un engagement de forme très rigoureux. Au niveau postérieur, je vais réaliser à l'époque, c'était en 2016, je vais réaliser des overlays 4 cam tétriques CAD, c'est Revoclar. Alors, je vous dis franchement, les prothésistes qui sont derrière les ordinateurs, ils font des patates hein, en général. C'est pas des dents, hein. C'est pas des dents, hein. Donc derrière, après l'usinage, on va améliorer les formes, on va maquiller. Pourquoi des pièces composites?
pour une petite économie pour le patient. Parce qu'on dit, ah, ça va être un peu moins cher, ça fait beaucoup de pièces dans la bouche, le composite direct sur les incisifs du bas, puis des pièces collées 4 cames au fond passées plus solides, là le matériau est quand même plus résistant. Ça va permettre d'économiser quelques milliers d'euros. Mais avec le recul, je vous dis franchement, je pousse toujours le patient vers la céramique et vous allez voir pourquoi. En antérieur, on privilégie l'esthétique maximale d'une belle céramique avec des infrastructures en disilicate de lithium, en l'occurrence IMAX Press d'Ivoclar. Didier Crescenzo ne travaille qu'en pressé parce qu'il est convaincu que la pressée permet d'avoir de meilleurs ajustages actuellement que la CFAO. Et il fait un cutback, ce qu'on appelle un cutback. Il enlève en vestibulaire et il stratifie un petit peu avec de la feldspathie dont les coefficients de dilatation thermique vont être adaptés au disilicate de lithium. Après, de plus en plus, il me fait du monolithique. Et il fait juste un petit cutback d'émail. Parce que déjà, un monolithique bien travaillé en forme est très joli. Et on n'a pas le risque d'éclat de céramique du feldspathie. Et voilà la réalisation en 2016. La patiente voulait des dents très claires. C'est une patiente originaire de Bulgarie. Et elle avait cette obsession de dents blanches. On lui fait des dents blanches. On fait plaisir aux patients, bien sûr. On peut faire des dents blanches, mais c'est plus dur d'avoir des dents blanches vivantes. Et voilà les vues occlusales. Vous voyez les tabletop composites Tetrixeram au fond. Vous voyez les facettes jusqu'au prémolaire. Les petits îlots dentinaires du haut ont été comblés avec du composite. Et les bords des incisives et canines du bas, c'est du composite direct, technique directe, montée à la main, avec Essentia GC, qui est un très beau composite. Essentia GC. 2023, 7 ans plus tard, je retrouve la patiente sur Facebook. Par hasard, je n'avais pas suivi cette patiente depuis 7 ans. Je la retrouve sur Facebook avec cette image très amusante là. Elle aime le rock, je sais pas, elle est un peu rock. Et comme elle vit en Bulgarie, je dis à Ivan Chakalov, qui est un de mes frères et amis, je lui dis convoque la patiente si tu peux pour voir où en sont les restaurations qu'on a fait il y a 7 ans. Sur Facebook, elle met des photos très sexy, donc je dis ouf, mes facettes sont toujours en bon état. 7 ans après, mes facettes, je suis content, sont toujours très belles. Et il me fait quelques photos. Si on regarde le secteur mandibulaire, après 7 ans, vous voyez, 2016, avant, dans la même année, on a collé les pièces. Déjà le maquillage des Tetrixeram, il part, hein. C'est du bidouillage, c'est pas un maquillage qui est cuit, c'est un maquillage à froid, donc c'est même pas la peine de les maquiller, hein. Dès la fonction, au bout de 3 mois, il n'y a plus de maquillage, hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est que de voir que 7 ans après, on a un décollement total du tabletop sur la 37, décollement total, il y a juste la colle qui est restée dans la fissure, vous vous souvenez que c'était une dent qui était prête à se fendre, juste la colle est restée dans la fissure, qu'on a une fracture partielle du tabletop sur 36, et que le tabletop sur 34 est aussi complètement parti. Alors ça, c'est surprenant. Et de l'autre côté, donc 2016 avant, vous voyez qu'elle avait une usure jusqu'à l'ivoire, hein, sur les molaires, donc c'était très sérieux. Les tabletops. Et les tabletops, pareil, la 7 a pris un sacré coup. Fracture partielle sur A6, décollement total sur A5, et la pièce est toujours présente sur A4. Ça veut dire que cette patiente, elle est en train de perdre son calage postérieur à 7 ans sur des pièces CFAO indirect composite. Ce sont des matériaux qui sont dits hybrides, ils sont très chargés. Mais quel est leur inconvénient? C'est qu'ils ont une plasticité, une élasticité assez importante en comparaison des céramiques. Et donc, ils absorbent les contraintes, mais sur les marges, très souvent, ils se fracturent. Très souvent, il y a des micro-cracks, il y a des fractures, il y a des enlèvements de matériaux, il y a des colorations de joints qui sont très importantes, voire des pertes totales
de pièces parce qu'elle a une occlusion légèrement dysfonctionnelle. Elle serre énormément pendant la journée. Au niveau antérieur, c'est très intéressant. 2016, avant, juste après la réalisation, 7 ans après, le disilicate de lithium monolithique, très fin, pourtant c'est très fin, hein, c'est 3-4 dixièmes seulement en palatin, là où j'ai glissé le disilicate sur l'usure. Vous vous souvenez, j'ai augmenté ADV, j'ai glissé sur l'usure. Il n'a pas bougé. Aucune altération en guide antérieur du disilicate de lithium. 7 ans, résultat immédiat, résultat après. Vous voyez que les incisives du bas, avec le composite direct, n'ont pas beaucoup... le composite ne s'est pas beaucoup abîmé, à part une porosité, mais les dents ont un petit peu bougé. Il y a une malposition qui s'est légèrement accentuée, donc rien n'est stable en bouche, on le sait. Les dents antérieures ont tendance à s'égraisser et à se chevaucher en vieillissant. Deuxième cas clinique. 2007. Une patiente que j'avais soignée aussi en Bulgarie, chez mes amis du Sofia Dental Meeting, et c'était une patiente, encore une fois, à régime végétarien, avec une très forte érosion, un milieu buccal acide, et je pense qu'elle était anorexique, elle devait se faire vomir. Et donc elle avait un enlèvement palatin de tissu très important. Quand vous voyez les faces palatines complètement détériorées jusqu'à la dentine, c'est qu'il y a vomissement. Et donc on a réalisé à l'époque 4 facettes feldspathiques, parce qu'à l'époque il n'y avait pas le disilicate de lithium, hein. 4 facettes feldspathiques avec Jean-Marc Chevalier, qui était un excellent prothésiste de Bordeaux, avec la technique de Willy Geller, bon, alors les choses qui étaient à la mode à l'époque, hein, sur die réfractaire unitaire, et on avait fait une démonstration sur elle pour faire ces 4 facettes que vous voyez là en 2007. Jean-Marc Chevalier, ici sur la photo, avec la patiente en fin de séance. 10 ans plus tard, 2017, mon ami Ivan Chakalov, qui fait le suivi de la patiente, me dit « J'ai dû recoller un morceau. Il y a une facette qui s'est fendue. » Ah ben j'ai dit « Oui, c'est du feldspathique, c'est fragile. » Et j'ai recollé le morceau, ça va, elle est contente. Bon, c'est pas très joli, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit « Fais-moi des photos occlusales. Ça m'intéresse de voir à 10 ans ce qui s'est passé. » La photo initiale n'est pas très bonne, je l'ai sortie d'un film. Vous voyez qu'il y avait érosion palatine très forte, suspicion d'anorexie boulimie, de vomissement. Et regardez la photo 10 ans plus tard, les îlots dentinaires palatins sur les prémolaires, flèches jaunes, sont très creusés. Il y a des îlots qui sont apparus de l'autre côté, ça veut dire que le milieu est toujours érosif. Ça veut dire que le traitement étiologique de cette patiente de supprimer la cause endogène de l'érosion n'a pas été maîtrisé. Peut-être la patiente a arrêté sa consommation acide juste après mon traitement parce qu'elle était contente d'avoir 4 facettes, mais elle a repris ses habitudes. Peut-être qu'elle se fait encore vomir. Peut-être qu'elle a encore des crises d'anorexie boulimie. Et donc ça, c'est une très grave maladie psychologique, donc très difficile à gérer, très difficile d'en parler avec le patient. Parce que regardez, 10 ans après, le creusement des faces palatines jusqu'à la dentine a continué, mettant la limite de la céramique en surcontour, et c'est pour ça que la facette feldspathique s'est cassée d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a eu cette fracture. Parce que le contexte érosif continue. Donc ça, c'est un vrai problème. Vous voyez les incisives du bas qui ont fondu, parce que l'acide attaque l'émail, évidemment, très vite. Troisième cas clinique. 2023, c'est une patiente que j'ai vue cette année, qui vient me voir. Elle veut des facettes partout. Elle veut toute la bouche en facettes. Je lui dis, bon, attendez, parce que vous avez peut-être des belles dents. Oui, mais j'ai usé mes dents. J'ai usé beaucoup mes dents. Mais quand je regarde, bon, il y a une différence de hauteur de collet, mais ça, c'est facile à gérer. Mais ce qui m'inquiète, c'est que quand je regarde l'esthétique de la patiente, déjà, elle s'est fait faire plein de chirurgies sur le visage. Elle s'est fait gonfler les lèvres, injection de graisse ou
ou d'acide hyaluronique dans les lèvres. Bon, elle s'est fait refaire la poitrine, elle a fait des dizaines d'opérations. Et je parle avec elle et je sens qu'il y a un problème psychologique. Je la classe dans les patients qu'on appelle dysmorphophobiques, c'est-à-dire qui ont une image erronée, une image faussée, voilée de leur corps. Et souvent, j'observe les mains, j'observe les pieds, je vois des choses des fois extraordinaires. Mais je me dis, alerte rouge, bim, 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 petite lumière qui s'allume, cette patiente, on va discuter longtemps avant de s'engager dans un traitement. Parce que si vous commencez à soigner, on attire ces patients qui sont classés au niveau psychiatrique dans la dysmorphophobie. Si vous commencez à traiter des patients comme ça, à la fin, tout le monde va pleurer. Le patient, le praticien, l'assistante, parce qu'ils ne seront jamais satisfaits. Ils ont des demandes qui sont totalement décalées en esthétique, par exemple de faire des faces vestibulaires, d'élargir le sourire de plusieurs millimètres. Mais ils vont vous faire épaissir les facettes. Non, 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 c'est pas possible, on n'est pas... Vous êtes dans une image, je leur dis, vous êtes dans une image du corps qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la physiologie, qui n'est pas l'esthétique naturelle. Mais, je dirais, le problème est psychiatrique, donc il faut y aller doucement. Okay. Et je sens que cette patiente est dysmorphophobique, donc je la classe, je discute avec elle, je vois l'érosion terrible des faces vestibulaires, des faces palatines, je pense qu'il y a vomissement aussi. Et regardez, ces images sont incroyables. Vous avez les composites qui font comme des champignons, qui sont décalés par rapport au tissu naturel, c'est-à-dire que les tissus naturels fondent, et les obturations restent, et résistent à l'acide plus ou moins. Bon. Alors là, je sais qu'il y a un milieu érosif, c'est pas dans le passé, parce qu'il peut y avoir des traces d'érosion qui font partie du passé, ça c'est actuel, dans sa bouche c'est actuel. J'en parle avec elle, je lui dis, est-ce que vous avez des problèmes digestifs, est-ce que vous avez des vomissements, est-ce que vous avez des problèmes alimentaires? Mur. Aucune discussion possible. Elle me dit non, non. Et là, vous vous dites, il y a un problème. Et je lui dis, vous savez, ce qu'on va faire, c'est un très gros traitement. Vous demandez des facettes partout, il n'y en a pas besoin déjà. Partout. Et si vous avez un milieu acide, je lui montre les photos que je vous montre. Les cas avant, les cas après, je lui dis, ça va se détériorer très vite. Il faut maîtriser l'acidité de la bouche. Ok. Donc je suis gentil, donc je lui dis gentiment qu'on va faire du suivi. Je lui dis on va se revoir, on va faire un follow-up, on va évaluer un peu les dégradations dans la bouche, je lui fais quelques composites à la rigueur, mais je ne m'engage pas dans un gros traitement avec remontée de dimension verticale. Attention aux problèmes psychiatriques. 4e cas, 2010. En 2010, un patient bruxomane sévère vient me voir. C'est un cas complet, c'est un cas avec forte augmentation de dimension verticale. Vous allez voir qu'il est très stressé. Il est très stressé parce qu'entre nous, il y a un facteur de stress très important, c'est qu'il a 2 familles. Ça arrive des fois. Il a une famille en France, il a une famille en Allemagne. Et les 2 familles ne se connaissent pas. Et donc je pense que le bruxisme est accentué par ça. Mais bon, c'est pas recommandé d'avoir 2 familles à gérer. Déjà une famille, c'est assez compliqué. Mais bon. Et alors, il est très sympathique. Et je lui dis, bon, mais là, vous avez drôlement abîmé vos dents, vous serrez énormément, on va faire un plan global. À l'époque, c'était des techniques céramo-métal, parce que ça date déjà, avec des préparations périphériques. Déjà, on avait fait des facettes du bas feldspathik. Les incisives et canines du bas, ce sont des facettes feldspathik. Il y a quelques inlays, mais tout est céramique. Non, c'est à peu près tout céramique. À l'époque, on faisait des arcades naturelles, c'est-à-dire on n'avait pas peur de mettre de la couleur. Si on faisait des arcades comme ça aujourd'hui, on dirait que c'est horrible, parce qu'on a mis des jaunes d'or, des ocres, des bruns, ce qu'on ne fait plus maintenant. On ferait plus clair maintenant. Et bien sûr, il a une gouttière pour protéger de la dysfonction neuromusculaire, apportée systématiquement la nuit et en période de stress. C'est-à-dire que ce genre de patients, on les rééduque. Dans les premières séances, on va leur faire faire des mouvements d'étirement tous les jours à la maison.
avec des pressions, contre-pression sur les propulseurs, contre-pression sur les élévateurs, tous les matins 10 mouvements. Si le cas est sévère, on l'envoie 10 séances chez le kinésithérapeute qui va lui faire aussi des mouvements de langue pour qu'il arrive à comprendre ce cercle vicieux du serrage et du bruxisme. Et on sait très bien que c'est une étiologie qui n'est pas d'origine dentaire depuis longtemps, donc c'est une étiologie psychogène. Il faut qu'il arrive à faire du biofeedback, c'est-à-dire à contrôler ces périodes de serrage par son mental. Voilà. Et donc, alors c'est vrai qu'il y arrive, c'est quelqu'un qui se maîtrise très bien, il arrive à contrôler, mais quand même, vous allez voir qu'il y a de la casse dans les 10 années qui suivent. 2017, donc ça nous mène à 7 ans déjà. Au bout de 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a une des facettes feldspathiques sur 42 qui saute avec une fracture. Mais quand je regarde l'occlusion, je vois qu'il a développé des facettes d'usure dans le feldspathie assez marquées au bout de 7 ans, et que cette incisive latérale accroche dans la latéralité avec la canine du haut. Donc je me dis, il y a le débonding, il y a le décollement, favorisé aussi par une interférence latérale sur cette incisive. Donc j'enlève le fragment qui reste, je reprépare, mais surtout en laissant le maximum d'émail, attention, et je fais une facette en disilicate de lithium dont je sais qu'elle ne se fracturera pas. Le disilicate de lithium est beaucoup plus résistant. 2018, donc 8 ans après la réalisation du cas, sur un secteur où une molaire était très abîmée, il y a la racine mésio-vestibulaire qui se fracture. Alors là, on a la discussion intéressante de savoir qu'est-ce qu'on va faire. C'est un bridge de grande portée déjà, qui va de la canine, qui va de la prémolaire canine jusqu'à la 7, jusqu'à la 8 même, jusqu'à la dent de sagesse. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va enlever la 6 et mettre 2 implants, prémolaire et molaire? C'est ce que feraient la plupart des jeunes praticiens. Les jeunes praticiens, ils disent, bon, ben, on a perdu la dent, on fait une racine artificielle, on fait un implant, ok, on fait l'implant. Bon, qu'est-ce qui va se passer dans cette bouche où il est hypersensible à l'occlusion, c'est-à-dire le moindre écart, il va commencer à bruxer pour le régulariser en quelque sorte. Si vous mettez des prothèses dento-implantées mélangées à des prothèses dentoportées, implantoportées et dentoportées mélangées, l'implant va être un pieu. L'implant n'a aucun amortissage desmodontal et la perception va être très différente pour le patient et il va exploser les dents du bas. C'est-à-dire que toute son arcade va se mettre à pivoter si vous créez, pas une sous-occlusion bien sûr. En général, les praticiens mettent en sous-occlusion les implants. Mais bon, si vous ne créez pas de sous-occlusion, ça va devenir un point de pivotement dans son bruxisme. Et c'est pour ça que j'applique parce que j'ai fait beaucoup de chirurgie parodontale au début de mon exercice, je fais ce qu'on faisait il y a 30 ans, c'est-à-dire des amputations radiculaires avec, j'ai gardé, là il y avait eu déjà amputation radiculaire vestibulaire sur la 7, amputation mésio-vestibulaire maintenant parce qu'il y a eu fracture sur la 6, et je refais un bridge de la prémolaire à la dent de sagesse. Justement parce que dans sa bouche hypersensible aux différences occlusales, je sais que si je mets les implants, je vais créer l'explosion de toutes les céramiques du bas de ce côté. Tout tué, d'accord. J'attends la validation de Hentué. Alors, qu'est-ce qui arrive 13 ans après? Ça commence à faire, 13 ans après. Ben, toujours du même côté, toujours de ce côté gauche. L'hyperactivité du bruxisme provoque des chippings, provoque des éclats dans le feldspathique de céramométal. Alors ça arrive très très souvent, on peut dire que 60% de nos céramométals ont des éclats. Plus vous allez vers les 7 du bas, et plus ces dents vont s'abîmer, la céramique va même se perforer en occlusale, comme vous le voyez. Mais bon, moi ce qui m'ennuie, c'est qu'on perd l'occlusion avec les éclats vestibulaires. Donc, ça m'arrive régulièrement de faire des petits chips de disilicate de lithium que je vais coller, vous les voyez à droite, flèche jaune, à droite, il y a eu 2 chips de réparation, ça m'évite de refaire la couronne, et c'est très correct en occlusion et en solidité. Si vous collez céramique sur céramique, c'est très solide, avec les techniques d'etching au acide fluorhydrique ou etch and prime, parce que etch and prime est moins dangereux en bouche. 13 ans après,
d'écollement d'une autre facette feldspathie sur la 33. Et donc c'est toujours ce côté gauche qui est très en hyperfonction, ça veut dire probablement qu'il a une mastication unilatérale gauche et qu'il usine, il usine un peu trop. Et quand je regarde mon ancienne préparation, je vois que déjà il y avait très peu d'émail. Il y avait moins de la moitié d'émail, zone bleue, qui avait été conservée pour coller la facette. Et vous allez voir que dans l'analyse que je vais faire bibliographique, c'est très important de garder l'émail. Très très important. La zone faible du collage est toujours la zone dentinaire. Et vous voyez que son occlusion avec ces très grosses facettes d'usure, il faut bien la régler. Je recolle la même facette. Et donc finalement, à 13 ans de recul, on a un vieillissement qui a eu des accidents, bien sûr, du fait d'une mastication unilatérale et de l'hyperactivité du bruxisme qui persiste, qui est d'origine psychologique, et qui est relativement maîtrisé quand même par ce patient. C'est loin d'être catastrophique, il a une belle esthétique encore. Cas clinique 5, 2004, très longtemps, il y a très longtemps déjà, 2004. Ce patient est un bruxomane sévère avec supraclusion, égression compensatrice des dents. Il a totalement détruit ses incisives du bas, vous le voyez, image à droite. Il a déjà quelques prothèses au fond, mais les dents du fond ont gardé leur morphologie. Et à l'époque, on n'avait pas le DCIK de lithium, donc j'avais choisi de faire Inceram Alumina, qui était une matrice alumineuse infiltrée de verre, mais qu'à 5%, donc ce n'est pas un matériau qui se colle très bien. Mais bon, sur des overlays postérieurs, j'avais estimé que ça serait correct. Donc c'était avec Jean-Marc Chevalier. Et à l'époque, souvent dans les cas de supraclusion, on faisait des butées métalliques, comme ça. Ça ne nous posait pas de problème de faire des céramo-métal sur or avec des butées métalliques, parce que chez Bruxoman, on disait c'était bien d'avoir des contacts sur l'or. Mais bon, tout ça, c'est une autre dentisterie. Ça n'est plus de mise aujourd'hui. Et voilà le cas fini. Excusez-moi. Voilà le cas fini. Overlay postérieur du fond en Inceram Alumina infiltré. Facette et couronne sur les dents du bas. Bridge de contention en deux parties. Il y a deux éléments, droite et gauche, sur les incisives et canines du haut, et quelques restaurations unitaires sur le postérieur du haut, où on a gardé peut-être même les couronnes anciennes. Bien sûr, gouttière neuromusculaire, conseils comportementaux aux patients et demande de suivi. C'est des patients qu'on voit 2 fois par an. Si vous ne suivez pas ces cas, vous aurez des fois ou des problèmes paro parce que l'hygiène est insuffisante, ou à nouveau le bruxisme qui redémarre parce qu'il n'y a pas, ils oublient le self-control sur le bruxisme. 2016. Après 12 ans, je fais toujours le suivi de ce patient 2 fois par an. Un des overlays Inceram se décolle, la surface est propre, je le refais en DCI4 de lithium, ce qui me garantit un collage plus puissant. Parfois, j'ai des éclats de céramique aussi sur les dents antérieures d'un bridge. Et ce que je fais, c'est facette, pour ne pas refaire le bridge, facette, ici sur le pontique de 12. C'est-à-dire je prépare, là j'ai pas la photo finale, mais je prépare ma facette dans la céramique et je colle etching céramique sur etching céramique. Ça marche très bien et c'est une solution très esthétique. En 2019, c'est-à-dire 15 ans plus tard, le patient m'appelle alors que j'ai perdu le contrôle depuis plusieurs années. C'est-à-dire depuis 5 ans, ce patient ne vient plus me voir. Pour l'hygiène, je me dis, il doit aller ailleurs, ou il a déménagé. Non, il est toujours là. Mais il s'est occupé d'un autre problème. C'est-à-dire qu'en France, c'est très à la mode de se faire des enregistrements des apnées du sommeil. Et donc, il est allé au centre du sommeil de Bordeaux, où on lui a fait les enregistrements. On lui a dit, vous faites 30 apnées par heure, ou je ne sais pas combien.
Et à partir de ce seuil, il faut ou avoir le masque avec l'oxygène pour éviter les problèmes cardiaques, ou porter une bielle d'avancée mandibulaire, un système qui dégage l'oropharynx pour la respiration nocturne. Et on lui a dit, en gros, c'est vital. Si vous ne faites pas ça, vous allez mourir 10 ans plus tôt. Le patient y va, hein. Ça, c'est les médecins, c'est pas des dentistes comme nous. Nous, on n'est pas importants en santé. C'est les médecins qui disent, il y a le pronostic vital, il faut absolument s'occuper des apnées. Ok. Et donc, il revient me voir en me disant, c'est bizarre, je vais beaucoup mieux, je ronfle plus, ma femme est contente, et je vais vivre 10 ans de plus, mais j'ai mes dents qui s'écartent, les incisives qui s'écartent, avant, après, et qui se craquellent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis ce système de repositionnement par gouttière antérieure, ce qu'on appelle une bielle d'antéposition mandibulaire, pour supprimer les apnées du sommeil. On dort comme ça. Alors il y a deux phénomènes qui se passent. D'abord, si vous mettez la moitié du temps comme ça, vous avez de la position ligamentaire osseuse cartilagineuse qui se fait en distal du condyle. Le condyle est éminemment dynamique, donc c'est la fonction qui maintient la forme. Si vous laissez la chance au condyle d'apposer des tissus en distal, vous n'allez plus pouvoir revenir en relation centrée. Et c'est ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire que maintenant il bute plus en avant sur ses dents, même sans la bielle. Même sans la bielle. Deuxièmement, comme ce sont des ORL, excusez-moi s'il y a des ORL dans la salle, qui font les empreintes, qu'est-ce qui se passe? Ils font vite comme ça, bim, allez, oh, ouais, on va vous guérir, vous allez vivre 10 ans de plus, bing, bing. Et il se passe que la deuxième molaire, elle est pleine de bulles. S'ils n'ont pas d'aspiration, de trucs, bon. Donc, les prothésistes qui font les bielles, parce qu'ils ne voient pas de dentiste, hein, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire c'est des traitements qui sont gérés chez nous par les ORL. Ils ne voient pas un contrôle de dentiste avant ni après. Et donc la bielle, qui est très souple déjà, n'engage pas, ne recouvre pas la deuxième molaire, ni en haut, ni en bas. Et si vous portez un système de bielle ou de gouttière partielle pendant des années, c'est de l'orthodontie. L'assiette va s'égresser. Si l'assiette n'est pas solidarisée à un bridge, et c'est ce qui s'est passé. Regardez bien son occlusion actuelle, il est plus en antéposition, donc il a cassé les bords incisifs du bas, et sur les côtés, là c'est son OIM actuel, vous voyez bien qu'il y a des espaces. Regardez les espaces. Vous voyez les espaces? Il a perdu son occlusion. Alors je ne suis pas content. Il voit que je ne suis pas content. Il dit, je ne suis pas content. On a passé une année pour faire ce traitement et là, je veux dire, il faut commencer. Donc je lui propose un plan de traitement avec des tabletops collés sur la céramique pour rattraper son occlusion. Mais je lui dis, il faut arrêter la bielle. Il faut passer au masque. Le masque ne crée pas de problème, c'est-à-dire pression positive d'air la nuit qui permet de respirer. Mais les bielles font beaucoup de dégâts dans les occlusions. Alors il faut mettre en balance le pronostic vital, combien d'apnées par heure, avec, il vaut mieux perdre l'occlusion et mettre une bielle. Mais c'est très délicat parce que le patient il dit oui mais ça c'est que les dents, moi je vais vivre 10 ans de plus, ok. Donc il n'a pas eu confiance dans ce que je lui ai dit après et j'ai perdu ce patient dans le suivi. Vous comprenez? Donc c'est très... Dans le suivi il y a des éléments comme ça, on ne peut pas l'imaginer quand on fait la prothèse, ce qui arrive après. Revue de littérature, ça va, je suis dans les temps. Revue de littérature, parce qu'en général je suis en retard. Ça va. Revue de littérature. Quel est le matériau idéal pour reconstruire en milieu érosif ou en bouche usée les grandes arcades comme ça? Alors, un fait, c'est que l'utilisation de restauration directe, comme vous avez vu sur la première patiente, les bords remontés en technique directe au composite, ou indirecte, ce que vous avez vu chez cette patiente aussi, c'est-à-dire de la CFAO tabletop, composite, est très controversé. On trouve, dans la littérature, vous pouvez trouver le blanc et le noir, hein. Mais quand même, il y a beaucoup d'articles où on voit
des taux de fracture et des taux de décollement sur des études à long terme très importants avec les composites postérieurs. En antérieur, non, mais sur les composites postérieurs, beaucoup de décollement. Je vous cite par exemple l'étude de Bartlett et Sundaram dans l'International Journal of Prosthodontics 2006. Le taux d'échec à 3 ans seulement pour les restaurations directes et indirectes postérieures en composite, 22% de fractures, 28% de perte complète des restaurations. C'est exactement l'illustration du premier cas que je vous ai montré. Si je prends une étude de Valiati et Torossian, en 2022, elle est très récente, elle a fait une évaluation dans sa 3-step technique, que le monde entier connaît, donc où elle a des techniques sandwich, composite, céramique, très souvent en fonction des besoins du patient, elle fait plutôt le postérieur en composite, donc elle a beaucoup de recul sur le vieillissement des pièces. Elle a étudié 406 restaurations, ce qui est très conséquent, et elle obtient là aussi un chiffre de survie légèrement plus faible sur le composite que sur les restaurations céramiques. 100% des restaurations céramiques à 6 ans sont en place, alors que 97,8%, c'est quand même un bon résultat, des pièces composites sont en place. Donc on a perdu 2%. Donc la première idée, c'est que si vous faites des cas en bouche très usée ou érodée, un milieu acide, je vous conseille de faire plutôt de la céramique sur les secteurs postérieurs. Qu'en est-il des facettes feldspathiques? Alors, les facettes feldspathiques, est-ce qu'on en fait encore? Oui, je fais encore beaucoup de feldspathiques dans tout ce qui est chips, tout ce qui est no prep, parce que c'est tellement fin que la CFAO de disilicate est impossible. Et certains dentistes, je souhaite beaucoup de dentistes qui veulent des dents plus mimétiques, et le feldspathik reste le plus beau matériau en termes optiques. Mais le risque, les restaurations en céramique feldspathique ont un bon taux de survie, c'est-à-dire que les pièces sont toujours là, mais elles ont des fêlures. C'est-à-dire qu'on a des facettes qui sont fêlées. Dès que vous les déshydratez, vous voyez des fêlures horizontales, des fêlures verticales, suivant le support, suivant l'épaisseur, suivant l'occlusion. Pourquoi la céramique feldspathique est sensible à la fissuration? Parce qu'il y a une matrice vitreuse très développée et des grains fins. Et les grains minéraux ne sont pas capables d'arrêter la propagation des fissures. Et donc c'est une céramique, dès qu'il y a un petit crack, ce crack va évoluer vers une grande fissure. Là, dans l'étude encore de Torossian et Valiati 2022, sur les 406 restaurations à 6 ans, les fractures partielles et les fissurations étaient de 10%, 10,7% sur la céramique feldspathique, alors qu'elles étaient de 0% sur le disilicate de lithium. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on n'a pas beaucoup de recul sur le disilicate de lithium, il n'y a pas beaucoup d'études. Mais dès qu'on trouve des études, on s'aperçoit que le disilicate de lithium, c'est extraordinairement résistant. Et autre fait, que 100% dans toutes ces pièces mélangées, composites, feldspathique, disilicate, 100% des fissures étaient dans les restaurations feldspathiques. C'est vraiment un matériau très fragile, qui n'a pas de ténacité, vous voyez, qui ne s'oppose pas à la propagation des fissures. Autre fait dans la littérature, c'est que, on vient de le dire, les céramiques au disilicate de lithium sont les plus performantes à très long terme, et quelle que soit leur épaisseur. Vous avez vu la jeune femme où j'ai un peu augmenté la DV. J'ai laissé que 0,4 dixième de millimètre en palatin. 7 ans après, malgré l'occlusion du huile antérieure et un serrage, elle n'a pas de fissure sur ce petit volet de très faible épaisseur. Si on regarde ces études qui sont à long terme, à très long terme, 11 ans, 10,9, 10 ans pour l'étude de Klein, Edeldorf et Guth dans Dental Material Journal, un taux de survie à 11 ans de 100% sur 103 overlay disilicate de lithium. 100% de survie à 11 ans. Malamint, étude aussi dans le Journal of Prostate Dentistry 2021, très récente, sur un suivi presque à 11 ans, un taux de survie de 95,6%
sur 556 inlay only disicat du lithium. Donc c'est des grosses études, c'est très intéressant. Et la dernière étude de Klink et Groten dans le Journal of Dental Materials 2018, taux de survie de 91% à 10 ans, là c'est sur des périphériques, sur les couronnes. Le taux de survie est toujours moins bon sur le périphérique que sur les pièces partielles. Ça c'est un fait, c'est-à-dire que vous pouvez dire à votre patient, il vous dit oui mais pourquoi ne pas faire des couronnes? C'est plus solide, non? La littérature a montré que le taux de survie des facettes est supérieur à celui des couronnes. Parce que vous mutilez plus, parce que c'est du scellement adhésif et pas du collage, enfin il y a sûrement beaucoup de raisons. La couche hybride est le point faible. Ah, alors ça c'est très intéressant. Parce que justement, quand je disais à mon patient, oui, je suis capable, comme le fait la nature, de coller aussi fort la coque d'émail à vos dents que l'a fait la nature. Bon. En grande partie, c'est faux. Ça dépend à quel support je colle. Si je colle à l'émail est essentiellement du minéral. Il y a seulement 7% d'eau. Et depuis toujours, même avec un simple etching et un bonding, une résine liquide appliquée, il y a 30 ans, on collait déjà très fort, on collait à 20 mégapascales. Actuellement, on peut coller à 35-40 mégapascales sur l'émail. Mais un des points forts du collage à l'émail, c'est que le vieillissement n'altère pas ce collage, ou très peu. Donc chaque fois que sur une facette, vous pouvez préserver 100% d'émail, 90% d'émail, 80% d'émail, faites-le. Dans la littérature, il y a un seuil de 20% d'exposition dentinaire où on commence à allumer les voyants rouges en disant « Attention, si dans les zones cervicales vous avez préparé profond et vous avez 20-30% de dentine, ça fait prendre un risque dans le temps, dans la longévité du collage. » Alors, pourquoi la dentine est un tissu beaucoup plus complexe que l'émail? La dentine, c'est seulement 47-45% de minéral, c'est beaucoup de matériaux organiques et c'est beaucoup d'eau. C'est 25% d'eau. Donc on colle sur un tissu qui comporte énormément d'eau avec le fluide transdentinaire depuis la pulpe qui arrive, etc. Bon. Vous voyez de très belles images de couches hybrides sur la gauche ici avec le collagène déminéralisé qui est comme un herbier intratubulaire et intertubulaire, hein, donc toute cette zone qui va devenir la couche hybride. Et vous voyez les tubuli dans lesquels vont s'engager la résine. À droite, vous voyez deux images de résine après déminéralisation de la dent pour observer comment la résine fait ces fameux tags, les tags d'ancrage. Bon, c'est ça le principe de l'adhésion dentinaire. Premier fait, ce que je viens de vous dire, Guerel l'a étudié sur une étude rétrospective à 12 ans. Les facettes ayant des marges de préparation dentinaire ont un taux d'échec 10 fois supérieur. Et Guerel est vraiment le père de cette dentisterie, père des facettes. C'est le premier à avoir fait un énorme livre sur les facettes. Donc ça c'est très intéressant, c'était dans International Journal Periodontics Restorative Dentistry 2013. C'est une revue de Guerel. Enfin, c'est une étude sur ses propres cas. Donc voilà, par exemple, si je vous mets cette image-là, c'est parfait. Mais c'est rare d'avoir autant d'émail sur une préparation de facettes. Souvent, il y a des composites de classe 3 qui ont déjà abîmé la dent. Souvent, c'est un patient un peu âgé qui a une limite sur une racine. Et vous avez forcément ce type de préparation aussi dans vos facettes. C'est-à-dire, ici, on n'est qu'à 30% d'émail. Et ça fait partie des cas où il y a un risque de décollement à long terme. Un point à savoir aussi pour les patients érosifs, qui ont beaucoup de lésions cervicales. Les lésions cervicales d'usure d'origine non carieuse, c'est-à-dire myelolyse, où l'occlusion est souvent engagée, c'est les patients qui serrent et qui ont des myelolyses, ont une dentine, dans ces lésions, une dentine scléreuse très développée, qui fait qu'il n'y a pas trop de sensibilité dentinaire en général. Il y a une auto-cicatrisation de la dentine, mais inversement, par
par les cristaux qui se forment dans les tubuli pour les obturer. C'est une très mauvaise zone de collage. Vous avez tous vu vos composites dans les zones cervicales se décoller au bout de quelques années parce que la couche hybride est de très mauvaise qualité. Et donc, on a la revue qui est très connue de Tay et Pachelet en 2004 sur le collage dans les zones de dentine sclérotique. Il y a l'étude de Frates et Augusto 2017, Forgerini 2017, Van Dicken 2007, des reculs à 13 ans sur ces collages, et on s'aperçoit que les recommandations qui sont faites, en particulier dans la revue de Tay, c'est de sabler fortement ces zones de dentine sclérotique pour enlever à peu près 20 microns et réouvrir les tubuli. Et moi, je fais des préparations soniques, c'est-à-dire que c'est pas à la fraise, mais avec des sonic line. Je creuse légèrement cette dentine, sans faire de cavité, juste un traitement de surface, pour réaviver la zone de collage au tubuli dentinaire. Mais bon, franchement, 60% des lésions ne sont pas traitées par les praticiens, parce que ces composites ne sont pas jolis en vieillissement, et ils s'infiltrent. Et c'est une zone sensible, puisqu'on est au contact de la gencive, les composites sont pleins de bactéries. Et donc j'ai développé depuis longtemps une technique céramique pour remplacer les techniques composites de lésions cervicales, où je réalise une astuce qui est de venir remonter la pièce sur 50% d'émail, ce qui me garantit la tenue de ces pièces cervicales que je fais en disilicate monolithique. C'est grâce à ce matériau de disilicate monolithique que je peux envisager, ce que vous voyez à droite, des chips qui sont en surcontour sur l'émail et qui vont venir au contact de la gencive, et du coup on a une gencive qui est beaucoup plus jolie que si vous mettez des composites dans une zone sensible parodontale. Ça, c'est une technique que j'ai développée, qui est la mienne, que vous avez trouvée dans mon livre Fusion, dans le chapitre 14, chips et facettes. Et j'ai 80 pages sur le collage pour ceux que ça intéresserait. Dans le chapitre 12, c'est une bible sur le collage. C'est pour ça que j'ai pris 10 ans. J'ai vieilli beaucoup, j'ai écrit 800 pages. Et ces 800 pages sont traduites en anglais, et le livre arrive au Vietnam, en anglais. Donc à partir de décembre, on aura le livre, je pense, au Vietnam, qui sera en anglais, pas en vietnamien. Un problème important dans le vieillissement de la couche hybride, c'est qu'il y a toujours une polymérisation incomplète des nanophases hydrophiles des adhésifs qui favorise la dégradation hydrolytique. Il y a un problème de casque, je crois. C'est bon? C'est-à-dire que dans les adhésifs modernes, vous avez deux phases. Elles peuvent être mélangées. Phase hydrophile, phase hydrophobe, de la résine et la phase hydrophile qui va pénétrer dans les zones mordancées des tubuli pour faire la couche hybride. Or, ces nanophases hydrophiles se polymérisent relativement mal. Ça fait une hétérogénéité de polymérisation, et les phases les moins polymérisées vont avoir une dissolution hydrolytique, c'est-à-dire une dégradation hydrolytique, une hydrolyse. Et vous avez tous observé d'ailleurs que quand vous faites des composites de classe 3, et c'est vous qui les avez fait, vous avez bien respecté les adhésifs améodentinaires, vous êtes surpris, vous passez l'ultrason, bing, le composite saute. Ça veut dire que la force d'adhésion de la couche hybride a complètement chuté quelques années après. Ça veut dire qu'il y a une dégradation de la couche hybride. Moi, c'est ce qui m'a surpris toujours quand j'enlève tous mes composites, quand je fais les facettes, et je les refais. Mais ces composites que j'ai faits il y a des fois 2-3 ans seulement, ne tiennent plus aussi fort qu'à l'adhésion originelle. L'étude dans le journal de dentisterie restauratrice de Liu et Chaderhan 2011 a démontré cette faible polymérisation des parties hydrophiles. Dans le journal de dentisterie restauratrice 2008, également, Ye et Park, In vitro performance of nano-heterogeneous dentine adhesive. Donc,
Ces 3 articles sont très importants pour comprendre ce phénomène. Et dans l'étude d'Osaka, on a une comparaison de dentine qui a été imprégnée d'alcool, d'éthanol, et de dentine avec son eau. C'est une étude in vitro qui a montré que dès qu'il y a de l'eau, il y a hydrolyse. Un autre problème lié à la nature organique de la dentine, c'est que ces fibres de collagène qui sont dégagées par le mordançage vont avoir des possibilités de dégradation par des enzymes qui sont présents dès le départ dans le collagène et qui sont les métalloprotéinases matricielles, ce que l'on appelle les MMP, et également les catepsines à cystéine. Donc ces enzymes qui sont libérés par le mordançage et qui sont présents au sein du collagène vont altérer rapidement le collagène de la couche hybride. Il y a eu des propositions, vous le savez, en particulier dans les amélogenèses imparfaites, où on colle essentiellement sur la dentine parce que l'émail est anormal, de traiter, de passer de la chlorhexidine avant le mordançage pour neutraliser l'action des MMP. Et c'est vrai que expérimentalement, dans les études in vitro, la chlorhexidine est efficace pour neutraliser ces enzymes, mais les études in vitro n'ont pas démontré une supériorité du collage lorsqu'on passe la chlorhexidine. Donc c'est très discuté. Personnellement, je ne passe jamais chlorhexidine dans mon protocole d'adhésion. Ça reste très discuté. Enfin, un processus qui est peu connu et lié à l'eau également présent dans la dentine, c'est qu'une hydrolyse de la résine peut également se produire suite au contact prolongé avec l'eau qui a imprégné les composites et le film de collage. Et l'eau agit comme plastifiant entre les chaînes polymères des adhésifs et comme lubrifiant moléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que des chaînes polymères, qui sont les chaînes de résine et d'adhésifs qui ont été photopolymérisées, vont se déspiraler, vont se désorganiser par pénétration progressive des molécules d'eau dans l'intimité chimique des chaînes. Et c'est un processus qui a largement été étudié en physique, enfin en chimie fondamentale, en dehors de la dentisterie. Et dans la revue Water Science Review 3 de Levin et Slade, 1988, on a un article très intéressant, le pouvoir de plastification de l'eau sur les chaînes polymères de résine. Et c'est ce qui se passe avec nos adhésifs qui sont résineux, c'est que progressivement, les tags deviennent plus souples et vont se rompre. Ils deviennent plastiques, ils deviennent malléables et ils vont se rompre. Et ça a été étudié après par plusieurs auteurs. Il y a 2 revues qui sont très intéressantes, Amin et Fared, dans le journal Coatings 2022, Dégradation et stabilisation of resin dentine interfaces in polymeric dental adhesive. On est en plein dans le sujet, c'est des articles que je vous conseille de lire, parce que c'est des phénomènes qui ne sont pas connus des omnipraticiens. Pour eux, ils ont collé, ils savent que c'est un peu moins bien sur la dentine, mais ils ne savent pas qu'il y a une telle dégradation dans le temps. Vous avez bien vu dans mes cas cliniques que je présente, on a du debonding à 3 ans, à 5 ans, à 7 ans, sur des supports qui sont dentinaires, pas sur des supports amélaires. Et est-ce qu'on a une idée fausse également, qui depuis toujours sur les céramiques, on dit la céramique c'est le matériau le plus inerte qui existe. Est-ce que les céramiques c'est les matériaux inertes? C'est un matériau le plus biocompatible, ça c'est sûr. J'ai des creeping attachments qui montent sur